la réglementation peut s'adapter ou doit s'adapter à cette nouvelle exigence. Donc c'est autant de questions auxquelles on va apporter des éléments de réponse cet après-midi avec les intervenants que je vais tout de suite appeler à me rejoindre. Donc il n'y a pas d'ordre de préséance. Marie-Claude Bassette Renaud, Philippe Estingois, Patrice Cross, Alexandra Lebert, Frédéric Létoffé et Marc Granier, si vous voulez bien me rejoindre sur scène pendant que vous montez. Je vais vous présenter. Alors, Marie-Claude Bassette-Renaud, vous êtes directrice construction à la SMA BTP. Patrice Cross, vous êtes architecte. On en parlera tout à l'heure. Vous êtes lauréat 2020 des trophées des bâtiments résilients qu'a organisé la MRN. La MRN, c'est la mission des risques naturels. Philippe Estingois, vous êtes le directeur général de l'agence qualité construction. Marc Granier, j'essaie de repérer, voilà, Marc Granier là-bas, ancien directeur technique de la PAF, président du Cénorbat, ingénieur consultant. Aujourd'hui, Alexandra Lebert, bonjour, directrice. Alors, vous êtes à la R&D au CSTB, directrice des domaines d'action stratégique bâtiments et villes face au changement climatique, et l'autre qui est économie circulaire et ressources pour le bâtiment. Et enfin, Frédéric Létoffé. Vous êtes le président de la commission technique de la FFB et dans le civil, comme j'ai l'habitude de dire, vous êtes directeur de Prado Morin Monuments historiques. Prado Morin, c'est le groupe Eiffage. Voilà. Alors, on va commencer, comme je le disais, par essayer de se mettre d'accord en tout cas, voir comment vous définissez la résilience. Alors, pour l'anecdote, ce matin, je me marrais en regardant les commentaires du match de foot d'hier, où on n'arrête pas de qualifier l'équipe de France de résiliente. Alors, le jeu de l'équipe de France est résilient, vous voyez. Alors, quand c'est pas l'équipe de France, c'est l'économie, c'est les entreprises, c'est les individus. Bref, c'est un peu tout. C'est un concept super à la mode depuis le Covid. Marc Granier, j'ai envie de démarrer avec vous. La résilience, vous l'imaginez comment? Alors, oui, les micros, je vous ai pas précisé. Il y a un petit bouton à activer pour ceux qui parlent là, au milieu. Voilà, il va marcher le vôtre. Ça marche, là, ouais. Oui, ça marche. Ouais. Vous pouvez le prendre à la main si vous le souhaitez. Oui, c'est peut-être plus commode. Ouais, allez-y. Ouais. Normalement, ils fonctionnent tous. Ça marche? Non. Je vais faire avec celui-là. Oui, merci de m'avoir donné la primeur du sujet. En fait, c'est vrai que résilience, c'est un mot, on pourrait dire polysémique, puisque vous venez de le dire. Ça va de la résistance des matériaux à la tarte à la crème. Au jeu de l'équipe de France. Oui. Non. Donc, originellement, oui, c'est de la mécanique et de la résistance des matériaux. C'est un métal est résilient quand il résiste à un choc et que ça rebondit plutôt que de se briser en petits morceaux. Bon, les psychologues ont utilisé le mot aussi pour la résilience des individus. Pourquoi pas, C'est-à-dire c'est la capacité à rebondir quand on a eu un gros pépin, une grosse crise. Et du coup, le mot s'est transformé. Ça s'applique aussi à des groupes d'animaux en symbiose ou en stratégie, on va dire, un petit peu de réseau mutualiste. C'est-à-dire que ce groupe ou cette espèce peut être résiliente à tel ou tel problème. En réalité, il ne faut pas avoir une vision fixiste. Les espèces évoluent et en réalité, c'est parce qu'elles évoluent qu'elles sont résilientes. Et il y a également, bien sûr, le groupe humain. Donc les sociétés peuvent être résilientes à ceci ou à cela. Alors, appliquer le mot résilience à un bâtiment, c'est à mon avis, on comprend bien que les sujets catastrophes naturelles, etc., nous amènent à nous poser des questions sur, je dirais, une multi-robustesse des bâtiments, c'est-à-dire d'être en mesure de résister, de tenir le coup par rapport à des phénomènes, on va dire, climatiques un petit peu forts, climatiques ou d'origine climatique, voire aussi naturelle, des séismes, etc. Mais ça, c'est une vision que je trouve un peu réductrice, parce que j'estime qu'il faut y mettre aussi, d'une part, la collectivité, c'est-à-dire que le bâtiment résilient tout seul au milieu du désert, parce que tout le reste a disparu, les réseaux, les communications, l'eau, l'électricité, c'est résilient, mais pas trop. Voir ce qui s'est passé à Saint-Martin, quand il y a eu la tempête. Et je pense qu'il ne faut pas oublier aussi la responsabilité, je dirais, du collectif vers l'individu et inversement. C'est-à-dire que faire du résilient, ça veut dire aussi être en mesure pour un maître d'ouvrage ou un propriétaire de bâtiment existant, ça veut dire aussi être en mesure donc, de se définir des objectifs
et d'aller vers ces objectifs-là, donc d'en faire en soi un objectif. Et puis, dans le sens inverse, c'est un aspect politique. Bon, à la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, il y a un bureau de la résilience après la crise. Donc, politiquement, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Donc, ça donne un sens aussi, on va dire, politique, parce que on comprend bien qu'il faut qu'il y ait une politique de la résilience, politique au niveau de la population, politique au niveau de la technique, je veux dire, de l'urbanisme. C'est-à-dire que l'environnement même du bâtiment, faut-il autoriser un bâtiment n'importe où, etc. Donc voilà, je dirais, tout le spectre qu'on peut balayer avec le mot résilience. Évidemment, on va faire des choix aujourd'hui, mais on peut parler de tout, et puis on n'est pas expert en tout. Bien sûr. Ce que je veux dire essentiellement, c'est que donc il y a des risques. Il n'est pas toujours facile de les évaluer et il faut faire des choix et ça responsabilise tout le monde. Voilà. Alexandra Lebert, au CSTB, la notion de résilience, il y a longtemps qu'elle est prise en compte. Marc Granier vient de nous dire, bon, finalement, c'est un concept qui n'est pas si nouveau, mais par contre, sur lequel on a une vigilance accrue. Au CSTB, ça se passe comment? Alors au CSTB, jusqu'à présent, on parlait de maîtrise des risques, jusqu'il y a 2 ans à peu près. Et puis là, on a fait la refonte de notre programme de recherche. Donc aujourd'hui, on a 4 axes de travaux de recherche, et dont un qui est autour du bâtiment et ville face au changement climatique. Alors avec les 2 parties, la partie atténuation et la partie adaptation. Et dans la partie adaptation, aujourd'hui, autour de la résilience, on se donne en gros plusieurs objectifs. Déjà, de faire en sorte que les gens aient une connaissance des éléments de leur vulnérabilité. Ça, c'est le premier élément. Qu'on prenne conscience, en fait, tout simplement de la vulnérabilité des bâtiments au changement climatique. Le deuxième élément, c'est comment on construit, comment on conçoit, comment on rénove dans un climat qui n'est plus celui des 30 dernières années, mais qui est le climat de demain. Donc ça veut dire qu'on va changer complètement le jeu de données d'entrée pour la conception et la rénovation. Et puis la troisième partie, c'est des solutions, bien sûr. C'est comment on va construire, avec quelles solutions, comment on évalue ces solutions pour être sûr qu'on ne s'égare pas tout à fait en chemin sur les choix des solutions. Programme de recherche, du coup, votre programme s'est établi sur quel terme, je dirais? On est sur des programmes qui s'établissent à peu près sur 10 ans. On annonce à peu près nos livrables sur les 5 prochaines années, sachant qu'on est sur des choses qui sont assez transverses, puisque du coup, au CSTB, vous avez des gens, évidemment, qui sont des physiciens, des gens qui sont énergéticiens, des gens qui font de l'environnement. On a des gens qui font de la biologie, mais aussi, vous avez parlé de la notion humaine, et donc il y a aussi des sociologues, puisque la résilience, ça va être celle des ouvrages, bien sûr, mais ça va être surtout celle de nos structures et nos structures humaines. Et donc là, vraiment, la question, c'est comment on adapte nos façons de faire, nos façons de vivre et nos façons de concevoir. Mais c'est vraiment un objet très humain. Multi-échelle et puis donc transdisciplinarité, je dirais. Complètement. Avec des nouvelles compétences au CSTB, justement, pour répondre à ça? Oui, il y a des nouvelles compétences, puisqu'aujourd'hui, on a intégré des climatologues, donc c'est-à-dire des gens qui savent traiter des données climatiques, qui savent les comprendre. Alors, l'idée, c'est pas que le CSTB fasse le travail de Météo France, mais par contre, qu'on fasse le lien entre des gens qui font des modèles climatiques, qui les mettent à disposition. Par exemple, aujourd'hui, Météo France a fait le lien entre ces différents modèles. Et donc, on commence à avoir des projections qui sont disponibles sous le portail DRIAS. Par contre, ça, c'est des données brutes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas aujourd'hui. Si vous devez choisir des données, choisir à quel obstacle et à quel horizon on va s'intéresser, il va falloir tout faire ce travail-là, de partir de ces données brutes au jeu de données qui est utile dans le monde du bâtiment. Et ce cheminement-là, il est complexe à faire, parce que l'idée, c'est pas de vous mettre à disposition l'ensemble des données, c'est vraiment quelles sont les problématiques, qu'est-ce qu'on se donne comme objectif, et pour ça, de quelles données climatiques on a besoin. On va revenir un peu sur les sujets, effectivement, qui consistent finalement à établir une stratégie de résilience. Auparavant, d'un strict point de vue financier, je suis allé sur le site de la MRN ce matin, Marie-Claude, et j'ai pensé à vous parce que j'ai vu que l'année 2021 avait qualifié d'avoir été épargnée par des phénomènes d'ampleur se caractérisant essentiellement par des événements récurrents, je cite. Et les événements récurrents, tenez-vous bien, c'est des inondations générées par la tempête Justine qui ont engendré plus de 40 000 sinistres, un épisode orageux accompagné de grêle qui a occasionné, lui, plus de 230 000 sinistres, et ça, c'est sans y ajouter la sécheresse hivernale. Au total, 2021, coût de réparation, 100 millions d'euros. J'imagine que pour les assureurs que vous représentez, c'est pas anodin, cette question de résilience. Alors non, c'est pas du tout anodin, et 2022 a été beaucoup plus élevé que les chiffres que vous annoncez Bien sûr. là.
puisque je vous rappelle les épisodes de grêle qu'on a eu cette année, qui ont été effectivement très importants, et qui, pour les assureurs, c'est chiffré à 3,9 milliards, et 1 million de sinistres qui ont été déclarés sur cette année. Sur le strict territoire métropolitain. Oui, tout à fait. Donc, c'est effectivement, on voit l'augmentation des phénomènes dans leur intensité, et sachant qu'en plus, je rappelle, le phénomène grêle ne relève pas de la catastrophe naturelle. Donc, c'est vraiment les assureurs qui supportent sur le coup. Et donc, effectivement, c'est un enjeu majeur pour nous, tant effectivement dans le cadre de la construction des bâtiments, puisqu'on assure aussi les bâtiments lors de leur construction, qu'après, effectivement, une fois qu'ils ont été bâtis, il faut effectivement pouvoir les assurer, soit sur les 10 ans, soit dans le cadre des risques habitation, sur une durée beaucoup plus importante. Donc c'est effectivement un contexte à prendre en considération pour les assureurs. Et si on veut continuer à pouvoir assurer dans l'avenir, effectivement, tous ces bâtiments. Et en France, on a un principe, effectivement, de mutualisation et de pouvoir assurer n'importe où, sur n'importe quel territoire. Il faut effectivement faire quelque chose sur le bâti et effectivement devenir plus résilient, puisque c'est le mot qui a été annoncé. Voilà. Alexandra Lebert nous disait à l'instant, il y a une notion de prise de conscience de la vulnérabilité. Comment vous jugez, vous, de la maturité des acteurs de la construction vous croisez sur cette question de résilience ? Est-ce qu'ils sont un petit peu au courant ? Oui, alors je pense qu'effectivement, les phénomènes qui s'aggravent font que les gens prennent conscience de façon générale, effectivement, à ces phénomènes et au fait qu'il faut faire quelque chose. Après, dans le quotidien, je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et à sensibiliser, notamment lorsqu'il y a l'acte de construire, puisque souvent, il ne faut pas avoir une vision court-termiste en disant, effectivement, je vais construire de cette façon. Parce que effectivement, ça peut être conforme aux normes et aux DTU, sans anticiper que, effectivement, même si c'est 10-20 ans, ce bâtiment, il ne va pas résister aux des phénomènes qu'on sait maintenant qu'ils vont arriver. Donc voilà. Donc il y a effectivement un effet à prendre en considération, un bénéfice-risque. Le bénéfice tout de suite, effectivement, engendrera peut-être un risque plus important demain, alors qu'on aurait pu déjà anticiper. On va revenir sur cette notion, parce que comment anticiper ce qui n'est pas écrit, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Effectivement, Philippe Estingois, même question. Alors avant d'être à l'AQC, vous avez fait plein de choses, et du coup vous avez un regard notamment en DDT sur tout ce qui a pu être justement résilience. Même question, la maturité des acteurs, comment vous la voyez ? Alors, des acteurs de la construction, ce n'est pas un sujet par rapport aux enjeux de résilience. Les acteurs de la construction, donc, ils sont là pour mettre en œuvre un certain nombre de choses. Ils peuvent être qu'on leur commande. Certains sont prescripteurs, mais ils sont prescripteurs avec un maître d'ouvrage qui lui-même... Donc la maturité maître d'ouvrage, alors. Et le problème, c'est la vraie résilience donc des personnes. On revient à la résilience des personnes et la compréhension par les personnes de la réalité des enjeux. Donc moi, j'ai eu des exemples qui étaient assez frappant, vraiment, que j'avais été même tout à fait choqué. Certains ont peut-être en tête la catastrophe de Rive de Gier. Une catastrophe, donc c'était une lame d'eau qui faisait juste 2 mètres de haut qui a traversé Rive de Gier à 3 heures du matin. 0 mort, beaucoup de dégâts, mais 0 mort. Si ça avait été à 15 heures, c'était 2, 3, 4, 5 000 morts. Et donc on a fait un gros travail là-dessus. Bien évidemment, moi, mes équipes sont allées mettre des laisses de crue. On a eu situation de crise, donc on a tout enregistré. On a fait une maquette 3D dynamique où on a reconstitué le phénomène pour le présenter donc aux élus, à Rive de Gier. Donc. Et non, c'était faux ce qu'on montrait. Voilà. C'est un déni de ce qui s'était passé. Il y avait des laisses de crue, on leur explique, on montre comment c'était fait. Donc c'était un truc, une maquette 3D dynamique, c'était propre, ça fonctionnait bien. C'était vraiment, donc on avait tout timé. Non. Parce que, bien évidemment, au-delà de la maquette 3D, il y avait des contraintes urbanistiques qui étaient à mettre en œuvre, et ça, c'était intenable. Autre élément qui est tout à fait intéressant par rapport aussi à ce manque de résilience donc, des personnes et des décideurs publics, c'est le travail autour des enjeux de retrait-gonflement des argiles. Ouais. Eh bien, je vous informe que les arbres n'ont pas de racines. Les arbres n'ont pas de racines et n'ont pas besoin de boire l'eau qui est dans le sol. Et que par conséquent, donc, ce sont uniquement
donc des méchants qui ne se préoccupent pas de la végétation, qui laissent supposer qu'un arbre trop proche d'une habitation donc, pourrait donc, favoriser des désordres liés au retrait-gonflement des argiles. Mais ça, on l'entend au plus haut niveau quand même. Hein. Encore maintenant? On va revenir hein, sur ces notions-là, mais... Bien sûr qu'encore maintenant. D'accord. Bien sûr qu'encore maintenant. Donc on est en permanence dans une difficulté, en fait, de faire comprendre un certain nombre d'enjeux, une difficulté à faire comprendre qu'il y a des investissements immédiats qui sont utiles pour demain. Et tout ça, c'est malheureusement ce qui arrive aujourd'hui, et donc avec des conséquences qui risquent d'être assez catastrophiques pour nous tous. Hein. Moi, je ne pleure pas sur les assureurs, hein. Je pleure sur le collectif. Hein. C'est globalement un impôt, finalement. Voilà, donc ça, c'était premier élément de remarque. Et donc, manifestement, aujourd'hui, ce dont on a beaucoup besoin, donc il y a eu des progrès depuis avec le réchauffement climatique. Il y a des personnes qui se disent qu'il y a des choses qui vont bouger. Et donc, la première chose qu'il y a à faire pour la résilience, c'est faire énormément de communication sur ces enjeux, énormément de communication sur les principes de base qu'il faut intégrer. Hein. Donc, je donne un exemple encore qui m'a effaré. Il y a quelques jours, donc, à l'AQC, on a sur notre site la possibilité de poser des questions. Et une dame a posé la question tout à fait intéressante. Voilà, j'ai prévu de construire une maison à un endroit. J'ai fait appel à un géotechnicien. Bravo. Et donc, il a identifié qu'il y avait des poches d'eau donc au droit ou là où je voulais construire. Et il a proposé un certain nombre de dispositions. Et je trouve que ça coûte trop cher. Alors, je vous préviens, je suis juste à proximité d'un plan d'eau, mais il n'y a jamais eu d'inondation, il n'y a aucun problème. Et je ne comprends pas donc pourquoi il a valorisé un coût de construction aussi élevé. Bon, normalement, on ne fait jamais de réponse désagréable hein, quand on a des questions. Donc, on n'a pas fait une réponse désagréable. J'ai juste rajouté qu'elle devrait changer de terrain. On va voir si elle suit votre conseil, Philippe. Frédéric, Philippe vient de nous dire gros besoin de communication. Alors, au niveau des entreprises, je sais, parce que j'y travaille, qu'à la FFB, il y a des choses qui sont faites. Oui, on engage pas mal de travaux, effectivement, notamment à la commission technique de la FFB, parce qu'effectivement, la résilience est un vrai sujet d'actualité, on en parle dans toutes les sauces. Mais au niveau de la FFB, on prend les choses en main. On a signé d'ailleurs plusieurs partenariats, notamment avec le CEPRI, qui est le Centre européen des risques d'inondation. Donc, c'est une association européenne qui travaille beaucoup avec les collectivités, d'ailleurs, pour apporter justement cette forme de pédagogie auprès des communes sur ces risques d'inondation, de ruissellement, d'immersion. Enfin, bon, on a différents niveaux d'inondation. Et on a voulu s'associer, nous, la FFB, avec eux pour aussi, nous, apporter de la pédagogie auprès de nos entreprises, notre petites entreprises, moyennes et grandes, sur ces risques, parce que cette pédagogie, elle peut être reportée naturellement auprès de leurs clients. Donc on s'aperçoit d'ailleurs, quand on commence à travailler d'ailleurs avec eux, qu'il y a une grosse méconnaissance justement de ces risques auprès de nos adhérents. Donc on a un gros travail à faire. On a aussi d'autres partenaires, notamment avec Mission Risque Naturel, où là aussi on engage des travaux sur d'autres sujets liés au changement climatique. Et on va aussi engager d'autres travaux avec France Assureur, avec également l'AQC, parce que tout converge hein, entre nos différentes actions. On doit partager nos expériences et apporter des réponses pour qu'on puisse avancer. Alors, il y a une notion qui est... Alors, je fais un tout petit aparté, mais je pense que c'est important qu'on le signale. Il y a une notion qui est spécifique aux entreprises. C'est la réflexion alors, sur ce qui se passe l'été désormais, puisqu'on a un congé intempérie, où finalement on le sollicite de moins en moins l'hiver, parce que bon, alors, aujourd'hui il gèle. Alors. Mais de plus en plus, c'est l'été, c'est les épisodes caniculaires qui font que sur les chantiers on n'arrive plus à travailler. Oui, parce qu'on pense à un ouvrage, un bâtiment, derrière il y a des femmes et des hommes qui travaillent, voilà, notamment soit par rapport à une rénovation, soit par rapport à une construction neuve.
Et effectivement, on est amené à rencontrer des épisodes de chaleur très fortes. Donc, on en a eu une d'ailleurs cette année, au mois de juillet, qui a été très importante. Et on a rencontré des difficultés sur nos ouvriers, nos compagnons, l'ensemble des effectifs, à travailler dans des conditions de très forte chaleur. Et on a effectivement, par le biais de la Caisse nationale des congés d'intempéries, cette réflexion de se dire, les événements climatiques, il ne faut pas penser uniquement à un problème de froid. Effectivement, on le rencontre actuellement, mais sur les corps, la chaleur est beaucoup plus grave d'ailleurs que le froid, on va dire. Le froid, c'est plutôt impactant sur le matériau, sur les usages dans la construction. Et on arrête généralement, on met en intempérie, en froid, parce que ça gèle et les matériaux sont gelés, on ne peut pas travailler. On n'arrête pas l'homme, parce que l'homme il se protège, mais en fait on s'arrête parce qu'on n'a plus les moyens de travailler, parce que les matériaux sont en capacité d'être employés. Mais par rapport aux épisodes de canicule, effectivement, là c'est plutôt le corps, c'est l'humain qui souffre. Et donc c'est pas le matériau, mais il faut se poser ces vraies réflexions. Et voilà, c'est l'avenir aussi à évoluer aussi nos comportements. Ça fera partie d'ailleurs des stratégies à mettre en place sur les chantiers l'été. Alors, on va passer justement à la notion de stratégie de résilience. Philippe Estingois, quand on parle de stratégie de résilience, à votre avis, on s'y prend comment ? Comment faut aborder la question ? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, elle est multi-échelle, elle est transdisciplinaire, donc c'est compliqué par définition, ça peut faire peur. Oui, par définition, ça fait peur. C'est pas ça peut, ça fait. Ça fait. Donc ça fait peur et ça fait peur au porte-monnaie, comme j'ai indiqué tout à l'heure. Ouais. Donc en l'occurrence, il faut profiter d'un certain nombre d'opportunités. Donc à un moment donné, on a prévu de faire des travaux, et bien à ce moment-là, on doit se poser la question de la résilience. Alors, on peut avoir à faire des travaux après un désordre, on peut avoir à faire des travaux aussi parce que on souhaite faire des économies d'énergie. Et donc il est intelligent dans ce cas-là, il serait intelligent donc de se poser en même temps la question de quelle résilience au regard donc des risques donc qui concernent l'habitation en question. Et à minima ne pas diminuer la résilience du bâtiment quand on fait ces travaux d'économie d'énergie, ce qui arrive. Ouais. On peut par exemple mettre des matériaux isolants au mauvais endroit alors qu'on est en zone inondable. C'est pas très bon. Il peut y avoir un certain nombre d'autres choses au regard du parasismique. Il peut y avoir aussi des mauvaises réalisations au regard des engins retrait gonflement des argiles. Donc il y a un véritable intérêt au moment où on fait de la rénovation énergétique globale de se poser la question de la résilience par rapport aux événements. Et inversement, donc là c'est pour les enjeux de rénovation énergétique. Donc quand on doit se poser donc la question de reconstruction ou d'amélioration donc au regard des événements donc climatiques, donc prendre en compte aussi cet enjeu, donc rajouter cet enjeu donc énergétique. Donc c'est un plus, donc c'est l'occasion d'avoir quelque chose qui est globalement intelligent. Donc il faut profiter de ces occasions-là, et puis d'autre part, il faut aussi avoir un certain nombre d'actions publiques, donc qui peuvent être incitées d'ailleurs par les assureurs, parce qu'ils ont directement intérêt à la chose, et puis avoir donc la possibilité de grouper un certain nombre de commandes pour que donc, sur un secteur donné, donc, il y ait la possibilité de faire donc, un certain nombre de travaux qui assurent une protection collective, et puis une systématisation de travaux individuels donc, qui assurent aussi la protection individuelle. Donc différentes échelles pour traiter le sujet. Exactement, ouais. En fonction donc, du diagnostic que l'on peut faire de la situation. On va revenir sur la notion de diagnostic après, vous avez raison. Patrice Cross, alors on va, avant de décortiquer un sujet concret, un projet concret, vous justement, quand, en tant qu'architecte justement, comment vous appréhendez cette notion de résilience et quand on a un maître d'ouvrage, comme le disait tout à l'heure Philippe, qui est moyennement au courant, pas complètement hostile. Comment vous abordez la question, comment vous abordez, au travers d'un projet qui vous confierait? Alors effectivement, le maître d'ouvrage n'est pas malheureusement la plupart du temps porteur du thème ni de la problématique. Donc depuis le début de mon activité, on a eu l'habitude effectivement d'être
force de proposition. Alors, on va repréciser, votre activité, c'est où? Pour être très région clair. parisienne. Région parisienne. Région parisienne. Ouais. On a commencé à travailler pour les collectivités locales et puis pour le particulier aussi dans le domaine du logement, de l'habitation, et aussi bien de la réhabilitation, rénovation que de la construction neuve. Et par la rénovation, effectivement, on prend un peu la mesure de tout ce qui est nécessaire à entreprendre en termes de résilience pour du bâti ancien qui souvent n'a pas du tout eu de guide de construction. Souvent, c'est autoconstruit même. Mhm. Et par la suite, ça nous ouvre les yeux, par exemple, pour ensuite faire de la construction neuve et prendre en amont, effectivement, toute la réglementation existante, mais aussi l'expérience constructive pour prendre le plus possible en amont, effectivement, les thématiques de résilience en termes de... Mais ça veut dire que votre premier guide, c'est les documents urbanistiques, finalement. C'est les Ouais, PPRI, oui, c'est ce oui. genre de choses. Ouais, voilà. Dans un premier temps, on a notre expérience de la résilience, enfin de la protection de l'habitat, c'est lié à la réglementation, les réglementations successives, et puis le PPRI en dernier lieu pour tout ce qui est territoire exposé, quoi. Et par rapport à ce que disait tout à l'heure Philippe sur le regard que portaient vos maîtres d'ouvrage quand vous leur amenez ces notions-là qu'ils ne connaissent pas nécessairement, comment ils sont attentifs, ils sont inquiets, ils ne veulent pas le voir, comment vous les sentez réagir majoritairement? Ils sont inquiets parce qu'ils n'ont pas d'outils de penser le phénomène Ouais. et, pour être force de proposition eux-mêmes dans le projet. Et donc, ils sont attentifs à ce qu'on décortique la réglementation pour eux et puis à ce qu'on fasse rentrer un mode de vie dans ces contraintes-là. En fait, eux, ils raisonnent vraiment en termes de mode de vie. Ouais. Et la lecture du territoire, clairement, ils l'ont pas. Donc c'est quelque chose c'est une grande lacune, je trouve, dans les métropoles dans lesquelles on vit. C'est-à-dire qu'on n'a pas la lecture, on a perdu un peu la lecture du territoire dans le fait que le bâtiment s'est relativement homogénéisé, standardisé, et les habitants ne voient pas chez leurs voisins l'intérêt de se préoccuper outre mesure de l'endroit, des caractéristiques du site dans lequel ils vivent. Ouais. Ce que je vous propose du coup, c'est qu'on aille voir le projet pour lequel, je le rappelle, vous avez été lauréat du trophée bâtiment en résilient. Alors je ne sais plus où tu me l'as mis, Naofal, il est dans le coin. Attends, t'inquiète, je vais le retrouver. Ça doit être ça. Voilà. Je vais vous laisser nous le commenter peut-être, hein, puis vous me dites quand je fais tourner les... Ouais. Alors, voilà, on est là. Alors, j'ai dit, hein, vous avez été lauréat du trophée bâtiment résilient 2020. C'est organisé par la mission risques naturels. Et donc là, vous nous emmenez en banlieue est, à Saint-Maur-des-Fossés. Oui, tout à fait. C'est un terrain qui est en bordure de la Marne et qui a été occupé par un bâti assez précaire en fond de parcelle. On avait donc la contrainte du PPRI qui était vraiment prégnante sur ce terrain-là. Et il s'agit d'un site pavillonnaire assez dense. Donc on a tout de suite essayé d'imaginer une typologie résiliente en termes de crues, d'exposition aux crues. Pour ce faire, on a raisonné beaucoup sur les codes de crue, c'est-à-dire ce qui était donné par le PPRI, mais aussi par les géomètres, donc les cotes des crues centenales et cinquantennales. Parce qu'on n'est pas loin de la Marne, on ne l'a pas précisé là, mais on est à quelle distance de la... C'est la Marne, hein, qui coule à côté, là, à Saint-Maur. Oui, on va le voir sur... on va le voir après. Sur la slide suivante. D'accord. Là, pour le coup, c'était une commande donc, de 125 mètres carrés habitables environ. Et c'est un projet qu'on a abordé de manière assez classique avec la prise en compte d'un niveau supplémentaire habitable pour pouvoir se réfugier en cas d'aléa. Ce qui fait qu'on a un bâtiment sur 3 niveaux, dont 2 sont habitables, et le rez-de-chaussée est technique.
Donc c'est une livraison en 2020. Alors on peut passer la slide. Voilà. Donc on a la localisation du terrain. Donc on se trouve dans un secteur qui est qui a l'air relativement arboré et végétalisé, mais qu'en fait est beaucoup artificialisé au niveau urbanistique, puisqu'on a énormément de surfaces dédiées à la voirie. On a un fort ruissellement des eaux de crue de ce fait dans ce secteur. Ce sont des données urbaines, hein, c'est-à-dire que forcément c'est un secteur résidentiel de Saint-Maur qui est éloigné des transports et donc qui nécessite beaucoup l'utilisation de la voiture. Ouais. Et le domaine public, lui, est assez peu végétalisé, mis à part les alignements d'arbres. Donc on a assez peu de squares et de jardins qui permettraient de rendre le terrain perméable. Et au niveau privatif, on a donc une succession de jardins privatifs qui sont assez enclavés et avec des murs de clôture plutôt opaques et qui du coup forment une rétention aux eaux de crue qui ne joue pas en faveur de la décrue. Ouais, quand l'eau se retire. Voilà. Donc le site, la slide suivante, ça montre un petit peu la localisation par rapport au territoire. Donc on a vraiment une lecture assez parlante de l'impact d'une crue centenale. Donc c'est celle qui est en vert foncé. C'est le bassin de risque Seine-et-Marne francilien. En termes réglementaires, ça se traduit par la crue centenale, c'est au-dessus d'une hauteur d'étage. Et la crue cinquantennale, c'est au-dessus d'une demi-hauteur d'étage. Donc la dernière crue centenale... Parlez bien tout droit dans le micro, pardon. La dernière crue centenale dont tout le monde a dû entendre parler, c'est la crue de 1910. Voilà, slide suivante. Donc là, les enjeux pour le projet, il s'agissait donc d'éviter surtout de produire des sous-sols, de préserver la pleine terre, la perméabilité du sol, l'infiltration des eaux de surface, désenclaver les jardins et assurer le reflux des eaux de crue de ce fait. Donc tout ça est assez bien cadré dans les textes, mais les textes sont un peu un maquis pour les habitants. Et donc, bien sûr. Il faut vraiment traduire ça dans des choses assez concrètes sur la réalité physique du secteur dans lequel ils habitent. Donc on a fait évoluer le projet, non pas en essayant de créer une opposition par rapport au flux des eaux de crue, mais en le canalisant, en le captant à l'intérieur de la parcelle pour lui permettre par la suite de refluer par le même chemin. Donc captation des eaux de crue, ce qui a induit une faible emprise au sol et du coup une occupation longitudinale de la parcelle. Donc la référence aux eaux de crue, bien sûr, et puis la clôture sur rue est ajourée au maximum. Ce qui est assez bien préconisé dans les textes réglementaires, mais qui en fait est plus lié à une préoccupation d'ordre esthétique. Oui, complètement, parce que il se trouve que le PLU, souvent, on va parler de 2 tiers plein, 1 tiers vide ou inversement, mais c'est essentiellement pour se cacher du voisin. On ne pense pas du tout au fait que ça ne soit pas un obstacle à la décrue. Disons que les textes euphémisent le problème. Ouais. Donc ensuite, à nous de le remettre dans le contexte de ce qui peut se passer. Donc tout ça, architecturalement, ça correspond à un souci qui est le souci premier de l'architecte, c'est de maintenir une qualité d'usage face aux aléas, quoi. C'est un peu notre définition d'ailleurs de la résilience dans l'agence. Oui, complètement. Voilà. Slide suivant. Donc, à l'agence, on a toujours à cœur d'avoir une cohérence la plus forte possible entre le matériau et la performance du bâtiment. Et du coup, d'avoir des solutions formelles assez simples, mais d'avoir en tout cas une configuration d'ensemble qui permette de faire travailler le bon matériau au bon endroit. Du coup, là, c'était se baser sur les codes de crue, avoir une stratification verticale des matériaux, donc béton pour le rez-de-chaussée, bien qu'il soit recouvert par un bardage composite, hein, il reste relativement résilient.
Les niveaux supérieurs sont en ossature bois avec une isolation thermique renforcée, donc qui, elle, est non exposée aux eaux, donc qui peut être d'isolation naturelle. Bien sûr. Voilà. Et force avec des qualités propres au déphasage, donc des matériaux d'isolation naturelle. Ensuite, c'est une préfabrication modulaire qu'on a mis en place. Une préfabrication modulaire qui permet d'avoir une certaine légèreté sur les fondations, donc de minimiser un petit peu l'impact économique de cette résilience. Et dans cette configuration, on a essayé d'offrir le plus possible de possibilités d'usage aux espaces intermédiaires. Alors, les espaces intermédiaires, ça peut être aussi bien l'évidement technique du rez-de-chaussée que les espaces extérieurs qu'on voit au niveau 1 ou au niveau 2. Alors, au rez-de-chaussée, ça permet à la fois de faire passer les eaux, mais aussi de garer sa voiture pendant l'été, par exemple, faire un carport, sachant qu'il y a un stationnement qui est abrité dans la partie longitudinale. Et pour ce qui est des espaces extérieurs intermédiaires, donc ce sont des espaces structurants parce qu'on s'est rendu compte que en regardant les vidéos qu'on voyait de reportages sur les sauvetages de personnes frappées par les inondations, on s'apercevait qu'ils se retrouvaient souvent à cheval sur le toit, donc sur le faîtage du toit. Et pour nous, ça a été une réflexion sur l'accès et l'arrivée des secours par rapport à des risques de crues prolongées. Pour ce faire, donc, on a utilisé bien sûr la préfabrication modulaire, le bois, mais aussi les structures métalliques pour permettre la giration au rez-de-chaussée de la voiture, des voitures. Et ce qui nous a amené non pas à réfléchir en termes de monomatériaux, mais en termes de complémentarité des matériaux. Utiliser les performances des matériaux pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire l'élasticité du métal, porte-à-faux, etc. Et tout ce qui était exposé vraiment en direct par rapport aux autres crues, c'est béton, radier, soubassement. Ce qui peut supporter l'inondation, quoi. Voilà. Et pour nous, on envisage la robustesse de l'habitat de cette manière, c'est-à-dire on ne va plus raisonner ni en termes de monofonctionnalité, comme on a connu il y a les décennies antérieures, ni en termes de monomatériaux. On essaie d'avoir des bâtiments hybrides qui vont s'adapter au cas par cas un peu, mais qui ont quand même une configuration forte en termes de modification des usages pendant les aléas. Voilà. Il y a une question que je voulais vous poser, Frédéric Létoffé, au regard de ce que vient de nous présenter Patrice Cross. Là, on est sur du neuf. Vous, chez Prado-Morin, monument historique, par définition, vous n'êtes pas que sur du neuf. Quels enseignements on peut éventuellement tirer des bâtiments existants ? Est-ce qu'il y en a à tirer d'ailleurs par rapport au sujet qui nous intéresse ce soir ? Je pense que oui. Travaillant effectivement dans le patrimoine historique, et depuis de nombreuses années, j'ai quand même eu la chance de travailler sur des édifices prestigieux, plus ou moins prestigieux, mais qui ont traversé les siècles. Bon, je travaille en région Île-de-France, et je pense qu'on a beaucoup à apprendre effectivement des monuments qui sont encore là, qui ont traversé de nombreuses époques historiques, mais aussi qui ont traversé des périodes climatiques aussi importantes, moins fréquentes certainement que celles qu'on pourrait rencontrer maintenant, mais il y a eu quand même des événements climatiques. On parlait de la crue de 1910, par exemple. Donc je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ces bâtis historiques, de ces constructions. On construisait avec des matériaux naturels, on rappelle. Et donc ces matériaux ont bien réagi pour certains, parce que sinon on ne les verrait pas à ce jour.
Donc ils ont traversé les siècles. Ce sont aussi des matériaux régionaux. Voilà. Donc chaque région a ses particularités, a son patrimoine, a son histoire. Et ces matériaux sont adaptés aussi à ces événements climatiques qu'on peut rencontrer à travers le territoire français et puis également ultramarin, puisque on a de nombreux territoires ultramarins et on peut se nourrir aussi de ces expériences passées et récentes pour effectivement construire le bâti de demain et peut-être retravailler avec des matériaux plus naturels, on va dire, enfin des matériaux naturels, bruts, et parce que ces matériaux sont adaptés au climat naturellement. Voilà. Donc les bâtiments anciens, on n'allait pas chercher les matériaux à l'autre bout de la planète, on allait chercher les matériaux qui étaient à disposition. Et ces matériaux réagissaient très bien au climat, au lieu, au terrain, voilà, au cours d'eau, etc. Et en termes de dimensionnement, on n'était peut-être pas aussi optimisateur, je ne sais pas si le terme existe, mais que ce qu'on fait aujourd'hui. Non, alors c'était très empirique, bien sûr. On n'avait pas les calculs mathématiques qu'on peut connaître, on n'avait pas la normalisation actuelle, évidemment. C'était très empirique, mais ce qui ne tenait pas... bon, ils apprenaient en fait au fil du temps et ils arrivaient à bâtir des choses qui traversaient les années et les siècles. Voilà. Et puis, quand on était dans des zones inondables, il y a des bâtiments, on a des villes qui sont dans des zones inondables, qui ont traversé aussi les siècles, mais on a été amené à... sur certains bâtis, il y avait des rez-de-chaussée qui n'étaient pas aménagés. C'était juste, comme l'expliquait... c'est ce que... Voilà, c'est même que... voilà, c'était aménagé juste en entrepôt, mais il n'y avait pas des habitations. Mais au fil des siècles, on a aménagé les rez-de-chaussée alors qu'il ne fallait pas les aménager, puisque les gens visaient à l'étage. Parce que, bon, une crue, moi j'ai connu, parce que j'ai de la famille sur Sommières, pour ceux qui connaissent, la vieille ville de Sommières, elle est faite d'arcatures en pierre, voilà, et avec des étages. Et puis ces arcatures ont été aménagées au fil du temps en habitation. Et quand il y a eu cette fameuse crue, il y a quelques années, c'était la catastrophe. Et puis, bon, l'urbanisation qu'on a eue autour, voilà. Donc, je pense que voilà, on a besoin d'apprendre et de comprendre, voilà, et peut-être revoir une normalisation plutôt, on va dire, plutôt l'uniformisation de la normalisation, peut-être revoir, essayer d'adapter justement la norme à un lieu, à une exposition territoriale. Voilà, je pense. Justement, alors, oui, allez-y, Philippe. Si c'est vert, c'est que ça marche normalement. Ah bon. Pour rebondir sur ce qui est... On a aussi évoqué ce qui ne reste pas. Donc moi j'ai en mémoire une autre crue que la crue de 1910, parce que la France n'est pas que la Seine. Il y a eu des crues très très sympathiques au milieu du 19e siècle sur la Saône. Et que là, ceux qui étaient mal construits sur la Saône, en l'occurrence dans la plaine de Saône, c'était des maisons qui étaient construction en terre. Et donc la crue du milieu du 19e siècle, ça a tout rasé. Et là, on a été résilient, parce que pour ceux qui connaissent la plaine de Saône, on n'a pas reconstruit. Et au milieu du 19e siècle, ils ont effectivement compris que la construction en pisé, donc en zone inondable, ça ne marchait pas bien. Vous le retenez. Alors, il y a, dans la notion de bâtiment résilient, il y a quelque chose qu'on voit de plus en plus, notamment dans les documents d'urbanisme, c'est l'exigence de mutabilité des usages. C'est-à-dire, on construit un bâtiment qui aujourd'hui est du logement, mais demain pourrait être du bureau, pourrait être plus tard du commerce. D'abord, est-ce que, Patrice Cross, est-ce que c'est quelque chose que... c'est des demandes qu'on vous formule et puis après, je demanderai à Marie-Claude ce que ça peut vouloir dire pour l'assureur, cette mutabilité des usages. Alors, la mutabilité des usages, pour nous, ça concerne une évolution urbanistique. C'est-à-dire, les bâtiments ont toujours muté, ont toujours rempli plusieurs fonctions au cours de leur vie. Mais pour ce qui est de la commande des maîtres d'ouvrage, ça n'intervient pas parce que c'est pas dans leur temporalité.
Donc ils imaginent déjà pas comment ils vont aménager dans leur bâtiment. Alors, si en plus on leur demande d'imaginer les modifications d'usage du bâtiment. Mais par contre, nous, on le prévoit effectivement autant que faire se peut pour donner ce dont parlait Madame Lebert tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois l'atténuation et l'adaptation. Ouais. L'atténuation par la stabilité et l'inertie de la construction, et l'atténuation par la capacité d'adaptation, enfin de la souplesse d'organisation qui est liée aux occupants. Et plus ou moins dans une plus ou moins grande mesure, on raisonne toujours effectivement en évolution possible des usages dans le bâtiment. Marie-Claude Bassette-Renaud, c'est quelque chose que vous voyez, vous, cette demande parce que effectivement, Patrice nous dit les gens ne s'imaginent pas, effectivement, déjà ils ne savent pas ce qu'ils vont faire demain, donc a fortiori dans 50 ans, sur des projets peut-être plus conséquents, projets collectifs, de logement collectif, c'est des choses que vous voyez, et si oui, est-ce que ça ne vous complique pas encore plus la vie, dans la mesure où c'est différentes réglementations qui s'appliquent? Est-ce qu'on peut prévoir aussi ça? Alors, effectivement, on le voit effectivement dans certains projets, mais on l'a surtout vu sur un projet un peu emblématique, c'est les Jeux Olympiques 2024, où effectivement, il a fallu prévoir un double usage de ces bâtiments, et qui a été fait par ce qu'on appelle le permis à double détente, c'est-à-dire que les bâtiments vont avoir un premier usage qui est pendant la période olympique, qui vont être soit le village des médias, donc, ou le logement des athlètes, et doivent, in fine, une fois les Jeux Olympiques sont terminés, pouvoir rétrocéder effectivement à des promoteurs privés, enfin c'est les promoteurs privés qui font dès le départ, pour qu'ils puissent ensuite les vendre en habitation, en bureau ou autres destinations. Donc là, effectivement, il fallait que le bâtiment soit pensé dès le départ avec son double usage. C'est déjà prévu dans le permis, donc ça facilite la vie, effectivement, de celui qui va demander le permis de construire, parce qu'il y a un problème après, effectivement, de pouvoir avoir cet usage définitif. Et il faut que tout soit pensé dès le départ, puisqu'on sait effectivement que un certain nombre de normes ne sont pas adaptées entre le logement et les bureaux, entre les demandes voilà. Et donc, nous, dès le départ, effectivement, quand on assure ce type de bâtiment, il faut qu'on soit sûr que l'usage définitif puisse effectivement correspondre à la destination et à ce qui va être demandé, puisqu'on doit donner une garantie décennale de 10 ans, voire après sur la multirisque habitation au bureau. Donc c'est effectivement c'est un défi, mais tout le monde doit y penser, que ce soit les maîtres d'ouvrage, dès le départ, mais également les entreprises, les concepteurs et autres. Tout à l'heure, alors je reviens... Ah, vas-y, je vous en prie. Frédéric. Oui, je voulais compléter aussi justement par la transformation ou d'un usage à un autre, justement sur le village des athlètes. Puisque dans un premier temps, donc, ça sera des logements pour les athlètes sur la durée des Jeux Olympiques. Et après, donc, ces bâtis va se transformer en logement, en vrai logement. Donc les cloisonnements, actuellement, il va y être mis en place des cloisonnements en plaques de plâtre pour séparer en fait les logements, pour faire juste des chambres. Voilà. Et ces cloisonnements vont être totalement réemployés. Voilà, donc c'est-à-dire que les cloisonnements, les bandes ne seront pas mises sur les plaques de plâtre. Ce sera juste des cloisons avec vissées. Et l'ensemble des plaques de plâtre vont être réemployées pour d'autres usages. Et voilà, donc il n'y aura pas du tout... donc dans la démarche de la résilience, parce qu'on peut parler de réemploi, parce que c'est un sujet aussi qui est d'actualité. L'ensemble des éléments vont être réutilisés. Donc c'est pensé aussi dès le départ. Oui, c'est intéressant. Non, mais c'est une très très bonne précision. Je voudrais qu'on s'intéresse quelques minutes à l'existant. Tout à l'heure, Philippe Estingois disait c'est important de profiter d'avoir une opération de réhabilitation énergétique pour voir un petit peu si on est avec ou sans résilience. Ça m'interroge sur la nécessité d'un diagnostic résilience. Est-ce que, Marie-Claude, par exemple, est-ce qu'à votre avis, il faut qu'on aille vers ça, un diagnostic résilience, au même titre qu'on a un diagnostic du sol, diagnostic du plomb, diagnostic énergétique?
Alors, je pense que c'est une bonne idée pour le bâti actuel, hein, puisque, enfin le bâti existant, puisque aujourd'hui, effectivement, quand vous avez un maître d'ouvrage qui va faire des travaux, qu'est-ce qui peut l'inciter à améliorer effectivement cette capacité de résilience de son bâtiment? Aujourd'hui, il va regarder par rapport effectivement à la rénovation énergétique, effectivement que ce bâtiment consomme moins, puisque c'est effectivement un des objectifs d'aujourd'hui. En plus, il y a un certain nombre d'incitations pour aller effectivement vers cette rénovation énergétique, mais sur le bâti lui-même et sur sa résilience à long terme par rapport à d'autres événements climatiques, à la rigueur, et ce que disait tout à l'heure effectivement lors de son projet, il faut sensibiliser le maître d'ouvrage. Donc il faut qu'il sache que son bâti, effectivement, il aura un problème parce qu'il y aura un risque d'inondation, parce qu'ils ne pourront plus y habiter, parce qu'il fera 40 degrés dans les bâtiments, etc. Donc je pense que ce diagnostic pourrait être effectivement envisagé. Et puis derrière, il faut aussi encourager. C'est pas une fois d'avoir posé un diagnostic, il faut effectivement encourager et démontrer qu'avec peut-être des mesures simples d'ailleurs, hein, on peut effectivement améliorer effectivement ce bâti et sa capacité. La question qui va se poser, c'est quand le faire, parce que la majorité des diagnostics, c'est au moment d'une cession, d'une vente. Oui, ça peut être là, mais peut-être au moment aussi des travaux. Là, dans le cadre des rénovations énergétiques, il y a un certain nombre de diagnostics qui doivent être faits pour justement améliorer effectivement cette performance énergétique. Pour, par exemple, changement d'étiquette. On le voit avec les bailleurs qui vont être obligés, effectivement, sinon ils ne peuvent plus louer leur logement. Voilà, ça peut être à un certain nombre de niveaux. Puis on entretient son bâtiment. Hein. Peut-être que ça peut être aussi, mais il faut effectivement y aller, sensibiliser les gens vis-à-vis effectivement de cette problématique. Cette notion. Marc Granier, votre regard sur la nécessité ou pas d'un diagnostic résilience de l'existant, vous en pensez quoi? En écoutant ce qui vient d'être dit, j'ai envie de vous dire qu'il y a une hiérarchie des différents risques, et donc faut raisonner en criticité. C'est-à-dire, on va rénover lourdement un bâtiment pour faire de l'énergétique, etc. Ça serait quand même dommage de rater les problématiques de sécurité et les problématiques de tenue dans le temps du bâtiment lui-même. Donc, je veux dire, avant d'améliorer un bâtiment qui a d'autres sujets, il faut s'en préoccuper. Hein. Donc, je pense que la résilience du bâtiment existant, ça tient aussi à une bonne gestion, un entretien, une maintenance. Le mot est un peu galvaudé aujourd'hui. Maintenant, ce sont des métiers, je pense, la maintenance, qui sont très importants. Et on voit bien que dans les centres urbains où on a connu des gros problèmes de solidité, sécurité de bâtiments anciens, la notion d'entretien et de maintenance était absente. Ouais. Et par ailleurs, l'absence de vigilance des propriétaires. C'est-à-dire que leur statut de propriétaire, enfin le caractère patrimonial du bâtiment est devenu quelque chose qui va jusqu'à ce qu'on pourrait appeler un abus finalement de la propriété, qui est de louer pas s'en occuper. N'importe quoi, n'importe comment, des choses qui sont à la limite même indignes, et finalement sans aucune surveillance. Donc on voit bien que la résilience c'est aussi une responsabilité. Voilà, on ne peut pas parler de résilience sans parler de risque et de responsabilité. Et puis il y a une hiérarchie qui commence toujours par, si on veut qu'un bâtiment soit résilient, il faut d'abord qu'il soit quand même un petit peu entretenu, solide, et donc entretenu, et qu'on se préoccupe des problèmes avec la hiérarchie qui va essentiellement préserver la sécurité des personnes, et puis après, toutes les autres performances nécessaires pour le confort des habitants, mais aussi pour la collectivité, donc notamment l'énergie, le carbone, etc. Voilà. Alors je voudrais qu'on consacre le quart d'heure qui nous reste à voir justement maintenant, au regard de tout ce que vous avez dit sur c'est quoi la résilience et puis comment on met en place la stratégie, comment on l'aborde, et maintenant on va se poser la question de savoir comment la réglementation, la législation et puis éventuellement le corpus normatif peut répondre ou pas d'ailleurs, hein, à cette exigence. Alors, Marc, je vais vous demander de garder la parole, parce que je voudrais savoir justement si on parlait tout à l'heure des maîtres d'ouvrage qui n'étaient pas forcément très au courant de tout ça. Est-ce que de votre point de vue, les pouvoirs publics au sens large ont pris la mesure de l'enjeu?
j'ai le sentiment qu'on a des briques qui commencent à... Enfin, le mur commence à s'édifier avec les différentes briques qui se mettent en place. Voilà. Donc la loi climat-résilience, elle a beaucoup d'ambition quand même. Après, on verra comment se déroulent les multiples décrets qu'elle nécessite, dans quel délai. Mais je pense que ça met quand même déjà un coup de pied dans la fourmilière. Quand on dit aux gens, vous ne pourrez pas vendre des bâtiments étiquette F ou G dans tel délai, c'est des délais courts quand même. Bon, après, ça a beaucoup discuté. Il y a maintenant des contre-arguments qui se mettent en place, comme toujours dans une politique. Mais il n'en demeure pas moins qu'on marque quand même la volonté. Bon. On n'a jamais entendu parler autant des étiquettes. Cette loi ne se limite en plus pas au bâtiment. Donc on voit bien que cette notion de responsabilité globale existe et qu'il faut la cultiver. Il faut que, quelque part, qu'il y ait une communication, qu'on soit tous conscients qu'on fait partie du système. Donc plutôt optimiste sur le pouvoir public et cette loi climat et résilience qui est un bon signal selon vous. Je ne suis pas aveuglément optimiste. Je dis qu'il y a un énorme effort à faire individuel et collectif. Voilà. Très bien. Un autre signal qui a été positivement, alors vous l'avez cité tout à l'heure Philippe, c'est la loi Elan, Marie-Claude Bassette-Renaud, parce qu'on en a beaucoup parlé, la loi Elan en 2018 avec son obligation, notamment pour dans les zones argileuses de risque moyen ou fort, de fournir une étude de sol. Oui, c'est effectivement un premier point qui est très important, puisque normalement, quand vous allez vendre un terrain, vous devez faire effectivement cette étude de type G1 qui, dans les zones où il y a un moyen et fort aléa de retrait-gonflement. Donc ça, c'est un premier encouragement. Et effectivement, si cette étude de sol n'est pas faite, il faudra effectivement faire après une G2 pour faire construire votre maison individuelle ou effectivement respecter un certain nombre de principes constructifs. Donc effectivement c'est un signe fort, mais faut-il encore que tout le monde l'applique? Et on craint que sur la réalité ça soit pas tout à fait vrai. Et alors là effectivement l'exemple qu'a donné tout à l'heure Philippe, elle avait fait quand même une G2, mais on voit quand même encore beaucoup de maisons individuelles où on ne fait pas de G2. Alors que le coût, bénéfice-coût-risque, là, est vraiment devrait permettre tout de suite sur l'adaptabilité du bâtiment effectivement, à son environnement avec le sol. Donc l'économie qui est faite au moment de la construction paraît dérisoire par rapport au coût que peut engendrer les sinistres importants. Selon vous, sans rentrer dans le détail, mais pour améliorer ça encore, c'est quoi? C'est d'exiger ça dans le cadre d'une dommage ouvrage, par exemple, de l'instaurer de manière obligatoire dans un CCMI? Comment vous voyez les choses? Alors, normalement, dès que vous construisez, vous êtes censé normalement souscrire un dommage ouvrage. Simplement, effectivement, quand vous construisez pour vous-même, vous n'êtes pas obligé de le faire. Oui. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de sanction. Oui, voilà. Oui. Mais par contre, n'oubliez pas que si vous vendez dans les 10 ans, normalement, vous aurez une difficulté par rapport à votre vente, puisque la personne c'est censée vous demander effectivement de cette garantie dommage ouvrage, ou voire même pour vous êtes votre garantie à responsabilité décennale, puisque vous avez construit. Vous êtes maître d'ouvrage qui vend. Donc, c'est important, mais malheureusement, on voit beaucoup de constructions de maisons individuelles où il n'y a pas de dommage ouvrage. Oui. Dans le cadre des contrats CCMI, effectivement, il faut encourager le CCMiste à faire effectivement cette G2. C'est intégré dans les prix. Après, effectivement, il y a un problème de concurrence. Vous allez aller voir un CCMiste qui va vous dire « Moi, je vous fais l'étude de sol, etc. Ça coûte tant. » Celui d'à côté va vous dire « Non, mais attendez, moi, je vais vous le faire. » Mais voilà, après, c'est vraiment sensibiliser le maître d'ouvrage, qu'il soit conscient, qu'il prenne vraiment un risque. Quand on construit sa maison et que ça coûte de l'argent, que c'est son investissement d'une vie, effectivement, je pense qu'il ne faut pas faire l'économie du sol qui, proportionnellement, n'a rien à voir avec les désordres futurs. Il y a la loi Elan, il y a le DTU 13.1. En plus, il y a le DTU 13.1 superficielle. Donc, nous, en tant qu'assureurs responsables, on demande une G2 Pro. C'est logique. Voilà. Merci. Oui, Marc, vous vouliez réagir? Juste une remarque un peu philosophique, mais quand on dit tout ça, on est quand même beaucoup dans le déterminisme, c'est-à-dire la conformité à la norme qui va orienter vers une absence de risque. Et en réalité, je veux dire, celui qui finalement doit faire ça, c'est le maître d'ouvrage qui va subir, en réalité, dans son esprit, une obligation qui va vivre comme réglementaire alors que c'est une norme, pour lui dire vous devez faire ça
Et en réalité, je veux dire, je pense que les anglo-saxons, ils ont un raisonnement, vous devez obtenir finalement un niveau de risque aussi faible que raisonnablement praticable. Ça parle plus dans cette philosophie aux anglo-saxons qu'aux Français. Les Français attendent de la conformité et le maître d'ouvrage est assez peu sensibilisé au risque parce que, en fait, finalement, pour un maître d'ouvrage en France, il n'y a pas de risque. Mais notre système, il est quand même derrière. très, très déterministe. C'est-à-dire qu'on est quand même très basé sur du référentiel en France. Du coup, comment, c'est un vrai changement de paradigme que je vous évoquais là. Parce que, par exemple, en tant que contrôleur technique, si je vous demande de mettre la casquette d'ex-contrôleur technique, c'est compliqué. Le job d'un jeune contrôleur technique, il est basé sur du référentiel. Aujourd'hui, on ne lui demande pas forcément d'en sortir beaucoup, et encore moins de se lancer dans une analyse de risque un peu complexe. L'analyse de risque, ou l'appréciation du risque nécessite un retour d'expérience. Donc, le contrôleur technique, c'est comme les autres. Les jeunes ont besoin de s'appuyer sur les plus anciens et sur la formation qu'on leur apporte. Ceci étant, donc, la démarche même du contrôle technique, c'est bien sur la base de l'appréciation du risque, sur l'évaluation de risque, qui permet d'envisager ce qui pourrait arriver de désagréable, de non souhaitable, pour éviter justement que ça arrive. Donc, c'est là qu'on a l'anticipation, en fait. Oui. Tout à l'heure, vous aviez dit résilience est devenu... c'était avant maîtrise des risques. Alors, sans peut-être parler de maîtrise qui est difficile à atteindre, mais au minimum d'évaluer, de mettre en face des mesures donc, de prévention et de limitation. Donc, le vocabulaire a changé là aussi, mais j'emploie l'ancien vocabulaire, donc prévention, limitation, qui permettent effectivement d'envisager des choses. Je prends un exemple que j'ai eu quand j'étais dans le Sud. Un projet d'extension en mer arrivait à convaincre un maître d'ouvrage public non français, donc vous voyez de quelle principauté je veux parler, pour prendre en compte une surélévation du niveau de la mer. Bon, en gros, il faut 15 ans de conviction pour arriver à ce qu'il le fasse. Mais c'est fait. Bon, c'est toujours satisfaisant de dire, tiens, ça a apporté quelque chose. Ça allait beaucoup plus vite pour la digue à la route du littoral, à La Réunion. Pour le coup, on en a tenu compte. Voilà, donc... Philippe, vous vouliez... Pardon, excusez-moi. Philippe, vous vouliez réagir peut-être ? Oui, moi je ne suis pas un grand fan de la réglementation. Vous n'êtes pas un grand fan de la réglementation. C'est un scoop. Comment ? Non, ce n'est pas complètement un scoop pour ceux qui me connaissent. En l'occurrence, je ne crois pas qu'on avance avec un bâton dans le dos et puis quelqu'un qui porte le bâton. Et qu'on avance beaucoup mieux donc, quand on est persuadé de l'intérêt de ce que l'on fait que quand on nous dit c'est la règle. Bon, je suis peut-être mal fait, mais je pense que je ne dois pas être complètement le seul. Et donc, moi, je suis beaucoup plus partisan d'un travail pédagogique, donc avec de la redondance pédagogique. Répéter les choses, et que je pense, et je suis même convaincu que c'est comme ça qu'on avance. Je vais reprendre l'exemple du problème retrait-gonflement de l'argile, et puis de l'action qu'a pu avoir l'AQC avec les assureurs depuis les années 90. Donc comme ça, je remonte avant que je m'occupe du sujet. Donc, il y avait effectivement des actions pédagogiques, donc avec les professionnels, donc avec aussi les particuliers, pour leur expliquer que avant de construire une maison, il fallait faire une étude de sol. Alors, ça n'a pas marché vite tout de suite, ça a progressé. Et quand on regarde donc, la statistique de désordre donc, liée aux fondations superficielles en maison individuelle, eh ben, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que depuis 2010, donc, on a une baisse régulière donc, du nombre de sinistres liés aux fondations superficielles qui donc, au milieu des années 2000, étaient en tête des sinistres sur les maisons individuelles et qui maintenant n'apparaissent même plus donc, dans le flop 10 donc, en nombre. Donc ça apparaît toujours dans le flop 10 en coût, parce que ce sont des désordres qui coûtent cher, mais ça n'apparaît plus dans le flop 10 en nombre, donc, ce qui est assez considérable avant l'existence de l'article 68 de la loi Elan. Pour autant, donc, pour aller plus loin, on a beaucoup soutenu le fait, avec les assureurs, qu'on mette cet article réglementaire. Donc je pondère un petit peu le propos initial. Mais en l'occurrence, on ne peut pas,
Et c'est un truc qu'on apprend à la base. Hein. Donc, j'étais chef de la police quand j'étais directeur départemental. Et on apprend que pour être respecté, il faut que ça soit respectable. Et donc, respectable, ça veut dire compris. Et compris, ça veut dire pédagogie. Et on ne fait pas assez preuve de pédagogie. Alors, là, aujourd'hui, comme il y a la redondance d'informations sur les problématiques de réchauffement climatique, donc il y a des personnes qui commencent à croire qu'il faut effectivement isoler leurs bâtiments, qui commencent à imaginer qu'un jour, ils pourraient croire qu'il y a un sujet bilan carbone. Hein, ils ne croient pas encore, mais peut-être qu'ils vont croire. Et on va peut-être avancer. Mais en l'occurrence, il y a d'abord un énorme travail pédagogique. Et parmi le travail pédagogique, donc ceux qui donnent des cours, il ne faut surtout jamais apporter de contre-exemple. C'est-à-dire, on dit quelque chose et puis il ne faut pas faire le contraire. Et donc, il arrive que dans la réglementation, voilà, on trouve des éléments de réglementation qui ne sont pas cohérents avec les enjeux de référence. Et donc, à partir de ce moment-là, dès lors qu'il n'y a plus de cohérence dans celui qui dit la loi, ben on ne croit plus en la loi et à sa pertinence. Donc ça, c'est un vrai travail et c'est un sujet majeur. Gros travail de mise en cohérence, là, pour voilà. le coup. Hein. Et puis un autre truc désagréable, parce que c'est assez amusant d'ailleurs. Donc les sujets de prévention qu'on a donc, dans les enjeux d'urbanisme, ça a été évoqué, y compris de rénovation. Donc personne ne l'a dit, mais il y a quand même des enjeux de gros sous. Ah ben bien sûr. Hein, quand on discutait des PLU, quand l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, donc non, c'est pas vrai, etc., c'était bien au travers des conséquences quant à la valorisation des terrains qui étaient touchés. Évidemment. Hein, et que le problème, il était bien là, et que le problème était bien donc, dans les enjeux de valorisation foncière en fonction de ce qu'on trouve dessus, et non pas en fonction d'un certain nombre d'autres critères. D'où l'intérêt d'ailleurs peut-être de ce fameux diagnostic, parce que le diagnostic dit la valeur des choses. Exactement. Alexandra, on n'a pas un fan de la réglementation, pour autant, il y en a une qui est sortie, qui est de première importance, qui est la réglementation environnementale 2020, et dont moi, honnêtement, j'ai beaucoup bossé sur le sujet, mais c'est vous qui m'avez appris qu'elle était à la fois facteur d'atténuation et d'anticipation, justement par rapport à la problématique de résilience. Eh ben, ça s'inscrit tout à fait dans la logique opportuniste. En fait, c'est pour faire de l'adaptation au changement climatique. On a un travail phénoménal à faire. Et donc, il y a des calendriers, vous savez, de révision, des réglementations, des eurocodes, etc. Vous savez bien mieux que moi. Et là, il y avait une réglementation environnementale. Bon, il fallait évidemment travailler les deux. Donc, effectivement, réglementation environnementale, finalement, il y a le sujet énergie. On va encore 10% plus loin que la précédente. Il y a le sujet carbone, qui est une sacrée révolution aussi, puisque là, on inscrit ces éléments-là. Alors, révolution avec des paliers, avec un palier qui est le premier palier, qui est un palier d'apprentissage, et ensuite, on va creuser les éléments dans les années d'après. Et puis, il y a le troisième volet, quand même, qui est le confort d'été. Et là, le confort d'été, on arrive avec des nouveaux indicateurs. Donc, déjà, on a un petit peu plus de mal à savoir comment on se positionne par rapport aux précédentes réglementations. Mais surtout, on n'est plus en train de travailler avec le climat du passé, on est en train de travailler avec la canicule de 2003. Alors 2003, vous allez me dire, bon, ok, c'est hier. Mais en fait, la canicule de 2003, c'est celle qu'on va avoir tous les 4 ou 5 ans. Et donc, prendre en compte cette canicule 2003 dans le calcul du confort d'été pour cette réglementation, qui ne s'adresse encore une fois qu'aux bâtiments neufs, ça permet toutefois, quand même, pour cela, d'essayer d'anticiper le sujet d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Néanmoins, donc on voit au travers quand même de l'exemple que vous citez qu'on a des données de 2002 qu'on applique en 2020 pour quelque chose qui va nous emmener en 2030. C'est quand même, on est sur du temps un peu long. Administratif, merci monsieur. Oui, on est sur du temps long, hein, clairement. Ben, je pense je vais enfoncer des portes ouvertes, mais on le sait, on est sur une équation complètement incroyable à résoudre. On a parlé effectivement de ce qui nous attend, des engagements qu'on a pris. C'est la stratégie française énergie-climat. On est en train de construire des éléments et des ambitions sur la partie atténuation d'une part, l'adaptation d'autre part. On a quand même un objectif de neutralité carbone. Pour le bâtiment, c'est quand même quelque chose qui est assez phénoménal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on est à 153 millions de tonnes pour le domaine de la construction par an, il faut qu'on réduise de 90% nos émissions pour 2050. Moins 40% pour 2030, moins 50%, moins 90% pour 2050. Donc là,
les enjeux pour nous sont considérables. Donc ça, c'est la première partie de l'équation. La deuxième partie de l'équation, c'est, de toute façon, maintenant, je pense qu'il n'y a plus trop de doutes, c'est quoi qu'on fasse, même si on arrête nos émissions aujourd'hui, on sait qu'il y a changement climatique, donc il faut se préparer à ça. Par contre, on ne sait pas encore à quoi il faut se préparer. Exactement. On n'est pas encore tout à fait d'accord là-dessus. Est-ce qu'on se prépare à un scénario de 1,5 degrés, 2 degrés, plus ? Et ça, peut-être qu'à un moment, il va falloir qu'on en discute. Et justement, ça, c'est un de vos objectifs dans le cadre du plan que vous avez évoqué tout à l'heure au CSTB, de se mettre d'accord sur l'objectif, sur le scénario, sur les données à prendre en compte ? Ça fait partie du sujet. Il faut se mettre d'accord sur le vocable, il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce que l'adaptation, s'adapter effectivement au niveau des infrastructures, mais aussi se préparer aux crises, savoir qu'elles vont être là, qu'il va falloir vivre avec, qu'il va Bien falloir sûr. se relever. Donc ça, c'est aussi une toute préparation. On le connaît bien sur un certain nombre de sujets. Il y a un certain nombre d'organismes, à Paris, sur les inondations, il y a des choses qui sont d'ores et déjà prêtes. Par contre, aujourd'hui, par exemple, c'est un très bon sujet. La Santé publique France est en train de changer complètement de braquet sur le confort d'été. Ils travaillent avec Météo France sur la partie canicule. Donc, comment on prévient les populations au moment où il y a des canicules pour se préparer. Là, ils sont en train de changer d'éléments. C'est comment on prépare les acteurs, et les acteurs du bâtiment notamment, aux vagues de chaleur. Donc, on passe des éléments très ponctuels à des choses qui sont beaucoup plus récurrentes, installées dans le temps. Donc ça, c'est effectivement des éléments sur lesquels il va falloir qu'on travaille. Et tout à l'heure, vous avez cité l'Adrias, il y a les données. Est-ce qu'il vous manque des données ou est-ce qu'on a largement de quoi faire pour avancer sur les sujets que vous évoquez ? On a des données climatiques. Le jeu de données, pour passer du jeu de données à l'échelle du bâtiment, il est encore en train d'être constitué. Et puis après, l'autre problématique, c'est effectivement, il faut faire évoluer tout le cadre de conception. Et on se l'est dit, on est dans une temporalité extrêmement courte. Et là, je pense qu'on va être tous dans un conflit de valeurs et de loyauté qui va être extrêmement important. C'est comment on considère et on continue à travailler dans le consensus, dans tout ce cycle aussi d'apprentissage, de transmission, d'expérimentation, puis un jour, effectivement, de pédagogie, puis après d'arriver avec la mise en œuvre de solutions. La mise en œuvre et surtout d'avoir bien le volet incitatif jusqu'au volet coercitif. Et ça, on est dans le temps long. Et donc, effectivement, la question, c'est comment on réconcilie ces objectifs à 2050. C'est demain, 2050. On sait aussi que c'est les bâtiments d'aujourd'hui qui sont 2050. On sait qu'au regard du taux de renouvellement du parc, on est à peu près 1% par an, le parc de 2050, c'est celui d'aujourd'hui, à quelques pouillèmes près. Donc, ça veut dire que c'est le parc existant et c'est la rénovation sur lesquelles il faut qu'on mette le paquet, puisque de toute façon, pour avoir une chance de répondre à nos objectifs d'atténuation, c'est sur le parc existant qu'il faut travailler. Marc Granier, par rapport à ce que dit Alexandra sur l'urgence finalement de traiter et les données tout à l'heure que nous a présentées Naofal sur le temps que ça prend d'écrire la norme, est-ce que finalement la norme n'est pas condamnée à être en retard ? J'ai presque envie de vous demander, est-ce que le DTU a encore du sens à terme ? Je pense qu'on ne parle pas de la même chose. En fait, je pense qu'on est sur des données... quelles sont les données pertinentes qui vont nous permettre de bien concevoir le bâtiment par référence à des risques qu'il est raisonnable d'envisager. Donc, on a parlé du climat, on a parlé de l'inondation, des ruissellements, etc. Donc, est-ce qu'on dispose vraiment de toutes les données qui permettent de dire il peut se passer ceci ou cela à tel endroit, là où je pose mon bâtiment et avec quelle périodicité? Ça, c'est pas dans la norme. C'est de la data, c'est de la donnée, et c'est certainement des modèles qui doivent exploiter ces données et finalement micro-zoner le territoire pour savoir si à tel endroit il va se passer ceci ou cela. Donc, plus la vigilance qui est nécessaire sur tout le bâti existant, qui est donc je dirais là où 80 ou 90% des gens habitent. Donc, la règle de l'art, en fait, c'est quand je construis, c'est le bon geste pour bien construire. Oui. Mais je dirais que quand on en est là, on a déjà fait toutes les études, on a déjà conçu, on a déjà dimensionné. Bon, et comme l'a expliqué notre collègue architecte, on n'a pas mis des matériaux biosourcés, je dirais sensibles à l'eau, dans les niveaux qui étaient inondables. Bon, ça, il n'y a pas besoin de l'écrire dans le DTU, c'est pas le DTU qui va le dire, ça. Hein, c'est vraiment le bon sens et la conception de l'ouvrage. Frédéric Le Théophée, on va conclure par ça. Est-ce que ça ne va pas être un pas quand même
difficile, alors je ne sais pas si le terme est bon, mais à franchir pour les entreprises d'aller vers ça, parce qu'en plus, Philippe l'a dit tout à l'heure, quand on voit au moindre renchérissement du coût de construction, la difficulté qu'on a à répercuter tout ça sur l'équilibre économique des opérations, est-ce qu'avec cette notion de renchérissement induit par la résilience, on ne se prépare pas encore des jours difficiles? Oh, des jours difficiles, peut-être pas, mais enfin, je pense que le bâtiment a toujours su s'adapter hein, au fil des siècles, au bâti, à la construction, avec les moyens, l'industrialisation des process, hein, parce qu'on industrialise beaucoup maintenant. Peut-être il va falloir revenir à des choses plus simples, plus nobles, plutôt que d'aller peut-être construire, d'aller importer des matériaux qui vont traverser à la planète pour certains. Parce qu'on parlait de bilan carbone, mais effectivement, il va falloir regarder toutes les données d'entrée. Et on parlait de bon sens, qui paraît évident, on parlait de communication, de pédagogie. Hein, donc le travail de la FFB, il va partir de là. C'est-à-dire de faire de la pédagogie auprès de nos adhérents et puis aussi faire comprendre peut-être que dans un bâti qui peut se dire il coûte cher, hein, mais forcément en ayant peut-être une réflexion sur la construction, la manière dont on utilise les matériaux, voilà, la manière dont on oriente le bâtiment, on peut éviter, on peut faire des économies aussi et avoir du bon sens dans la construction. Moi, je pense que c'est pas, faut pas se dire, voilà, le bâtiment, la résilience, soit d'un bâtiment existant qu'on doit transformer ou l'adapter par rapport au changement climatique, ou un bâtiment neuf. Je pense qu'on doit se servir de l'expérience de chacun, hein, de ceux qui sont ici autour de la table, et puis d'expliquer qu'on peut bâtir sans que ça coûte cher. Voilà. On parlait de matériaux, un exemple sur le matériau pierre, puisque je l'emploie tous les jours, puisque c'est mon métier. La pierre revient naturellement dans le bâti neuf, voilà. Alors que bon, on s'est un peu égaré par moment, en se disant que la pierre, ça coûte cher dans la tête des gens. Voilà, la pierre, ça coûte cher. Ben, c'est pas vrai. Voilà, les méthodes d'extraction, les méthodes de transformation, le fait que la pierre, on va la chercher à proximité, parce que sous nos pieds, on a de la pierre ici aussi, en France, même là, sous nos pieds. Donc, je veux dire, on n'ira pas chercher dans les carrières du 14e ou du 13e, mais néanmoins, on a de la pierre, on peut aller chercher des matériaux et les transports sont réduits. Voilà. Après, on peut mécaniser, on peut assembler et on peut bâtir sans que ça coûte cher. Et puis, ce sont des matériaux qui ont fait ses preuves. Voilà, moi, je fais de la publicité pour de la pierre, mais c'est bien d'avoir. Je veux dire, c'est un exemple, mais si on travaille intelligemment tous ensemble, que ce soit l'architecte qui a très bien expliqué son projet, qui était beaucoup de bon sens hein, d'ailleurs, hein, quand on l'écoutait, ça a amené, voilà, sans avoir une normalisation, sans avoir des règles qu'on nous impose, parce que pourquoi nous imposer des choses? Il suffit d'avoir beaucoup de pédagogie, et puis ça, je pense que ça des fonctionne. Allergiques à la règle. Moi, je vous parle en tant qu'entrepreneur, hein, voilà, et tailleur de pierre à la base. Merci pour ce plaidoyer. Alors, il faut faire attention à mon propos tout à l'heure, donc sur mon allergie à la réglementation, c'est pas une allergie à la normalisation. Ah. Donc, parce que c'est fondamentalement différent. Oui, tout à fait. Il y en a une qui est obligatoire et l'autre qui ne l'est pas. Volontaire. Hein. Il y en a une qui est faite par des professionnels et pas l'autre. Je ne vous donne pas dans quel sens. Et donc, en l'occurrence, on a une petite chance avec la normalisation que ce qui est prévu, ça fonctionne. Et très concrètement, le fait qu'il y ait du temps pour sortir une norme, c'est normal. Parce qu'il faut prendre le temps de réfléchir avant de faire des bêtises. Et donc, pour être sûr, donc, dans la norme, donc, on puisse l'appliquer et qu'on l'applique en étant sécure et qu'on fasse le choix de l'appliquer, eh ben, c'est important. Et le temps de travail pour la produire est légitime. Bien sûr, non, mais... Donc, oui, non, mais la question était un petit peu brutale tout à l'heure. Hein, donc, est-ce que 3 ans, on n'est pas décalé? Il y a beaucoup trop d'oiseaux de mauvais augure qui disent qu'en un claquement de doigts, donc on va tout changer dans la construction, et qui le demandent d'ailleurs, hein, alors que dans le même temps, donc, on nous compare souvent à l'automobile, qui me semble un petit peu plus simple que la problématique de la construction, et le moteur thermique, on les autorise encore pour très très longtemps. Mais dans la construction, il faut que ça soit tout de suite. Donc je pense que le travail que nous faisons dans le domaine de la normalisation,
hein. Donc c'est du bon travail, c'est du travail qui réfléchit. De temps en temps, il peut y avoir des erreurs malgré tout, mais c'est du travail qui réfléchit et qui est essentiel, donc justement pour atteindre donc, les objectifs qu'on se fixe. Voilà, qui va faire plaisir aux gens dans la salle. Est-ce qu'il y a des réactions d'ailleurs? Est-ce que certains d'entre vous souhaitent apporter des compléments, des remarques à faire sur ce qui vient d'être dit? Non? Vous avez tous faim? Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, moi je Vous avez froid? C'est ça que j'ai entendu, non? Ouais, 19 degrés, c'est normal. Hein. Je vous en prie, Patrice. Là, on est dans la sobriété, là. Ah bah c'est normal. Mais oui, je voulais juste ajouter un parallèle entre la science médicale et puis le bâti, qui est la découverte de l'épigénétique. Donc c'est un peu en conclusion comme ça, parce qu'en fait, on raisonne beaucoup en projet, donc on fait du management de projet, mais encore faut-il que celui-ci soit porteur et producteur de valeur. Donc on essaie de raisonner par rapport à l'ensemble des connaissances, et du coup, est-ce qu'on pourrait dire la norme, c'est un petit peu les jeunes dormants du bâtiment, à savoir que quand il y a un coup dur qui arrive, c'est eux qui vont se déclencher et qui vont remettre sur le droit chemin l'habitat et l'usage dans l'habitat. Ça pourrait être un parallèle. C'est excellent, vous le notez, ça. Hein, les gènes, la normalisation, c'est les gènes normands du bâtiment. Dormant, pardonnez-moi. Normand, oui, ça c'est bon. Voilà. Et bon, ça a toujours été un parallèle entre le corps humain et le bâtiment depuis la Renaissance. Donc on raisonnait en mesure du corps humain pour mesurer le bâtiment quand on a eu ce mouvement de la Renaissance. Et c'est toujours quelque chose qui est sous-jacent dans l'évolution des structures humaines. Et aujourd'hui, avec la connaissance de l'épigénétique, je crois qu'on va pouvoir peut-être parler de manière plus illustrée, effectivement, à l'ensemble de la population. Ouais. La population peut-être. Oui, c'est sûr, mais pourquoi pas. Merci beaucoup en tout cas. Je pense qu'on peut remercier nos intervenants. Ça va vous faire bouger. Et je crois savoir, je vous remercie à tous, et je crois savoir qu'on a un petit cocktail qui nous attend tout de suite après. Voilà, encore une fois, merci. Et puis donc à l'année prochaine, Naufal. Allez, à l'année prochaine. Je vous en prie, alors, si vous voulez bien les intervenants, faire une petite photo de groupe avant d'aller vous restaurer.